terrorisme, le réchauffement climatique, ça n'a plus d'importance maintenant qu'on est en plein no man's land. Mais ça faisait partie de cette foutue conspiration. Alors écoutez bien. La guerre contre le terrorisme, c'était de la poudre aux yeux. C'était juste un prétexte de ce bon vieux oncle Sam pour chercher des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Et le réchauffement climatique, juste les mensonges d'une bande de scientifiques à la solde de gros bonnets qui cherchent à tirer profit de la sinistrose généralisée. Quand on y réfléchit, tout ça, c'était qu'un moyen de plus de nous diviser encore plus. Si on est occupé à débattre des calottes glaciaires, des OGM et du djihad, on voit pas ce qui se passe en coulisses. Ne laissez pas vous la faire à l'envers. Ceux qui pointent vers un endroit, c'est vers eux qu'il faut regarder. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Donc ton conseil, Cope, c'est de partir du principe que tout le monde ment tout le temps. Et ben bon sens, c'est un bon conseil, pour une fois. Ça arrive un peu tard, mais c'est un bon conseil. L'ignorance nous a servi aux préjugés. Pierre Larousse, La lexicologie des écoles de 1857. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un point important car il s'agit là du seul et unique argument, mis à part la mauvaise foi évidemment, qui est utilisé pour contredire les chercheurs de vérité et les lanceurs d'alerte. Cela reste un frein à la vérité, et pourquoi agissons-nous si ce n'est autre que pour elle, afin d'atteindre un objectif, soit notre liberté, et voir les traîtres, ceux-là même qui sont coupables de notre condition, être condamnés. À l'heure où les médias font l'apologie de la pensée unique, uniformisée et normalisée, aux frontières de la pénalisée, il est de notre devoir de savoir et non de croire, et comme dirait George Orwell, à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. À défaut de tout savoir, des questions se posent, mais des réponses s'imposent, et elles ne peuvent se satisfaire d'un simple revers de manche, bien au contraire. Et s'ils sont aussi sûrs d'eux-mêmes, défions-les à nous répondre. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus tolérer de voir notre pensée, notre libre arbitre, notre sens critique ou encore notre discernement être réduits à une simple pathologie. Mais je garde espoir, car l'éveil se propage bien plus vite qu'ils ne le croient et leur plus grande faiblesse reste l'idée qu'ils se font de nous. Alors laissons-les croire qu'ils ont raison. Mais attardons-nous rapidement sur la sémantique des mots en nous reposant sur le Larousse, et je l'utilise pour confronter nos détracteurs à l'irréfutable et à leurs propres contradictions. L'ignorance nous a servi aux préjugés, et un préjugé se repose en l'occurrence sur l'absence de discernement et d'impartialité, car ils portent un jugement de valeur et c'est ce qu'ils font. Ils nous jugent constamment sans nous connaître et généralement en notre absence. Et les absents ont toujours tort car ils ne peuvent pas se défendre. Pratique. Ils font de nous des sujets de discussion car sans nous, ils n'existent pas. Pierre Larousse dit également que le mensonge inspire de la défiance. Et la défiance est un manque de confiance par la crainte d'être trompé. Et c'est bien parce qu'ils nous trompent depuis des siècles que nous ne pouvons que cultiver de la méfiance à leur encontre. Ils ont créé leur propre monstre. Espèce de complotiste, soit l'argumentaire du même pas vrai. Seulement les mots ont un sens. Complotiste, qu'est-ce que c'est ? C'est tout sauf ce qu'ils souhaitent en faire, car il s'agit d'une personne qui récuse la version communément admise. Nous pouvons parler de dogme, et chercher à démontrer que celle-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. Je mets n'importe qui au défi de me prouver qu'il n'y a eu aucun complot dans l'histoire, qu'elle soit passée ou présente. Mais qu'est-ce qu'un complot ? C'est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est également une résolution concertée de commettre un attentat, et d'ailleurs la question se pose de savoir quelle est la différence entre le fabricant d'armes et celui qui la tient. Et il s'agit également d'un projet plus ou moins répréhensible, d'une action menée en commun et secrètement. N'est-ce pas là exactement tout ce qu'ils font ? Tout n'est qu'une question de point de vue, mais surtout et avant tout, de vérité. Et si celle-ci est opaque, cela n'est pas de notre propre volonté. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'ils réduisent la quête de vérité à ça. À des complots farfelus, au sens qu'ils l'entendent évidemment sans porter de jugement sur l'existence du Bigfoot. Ce n'est qu'une illustration pour vulgariser mon propos, vous l'aurez compris. Non. Nous ne sommes pas dérangés, bien qu'en ayant conscience de vos horreurs et de vos atrocités, il y aurait de quoi.
Mais bien au contraire, nous sommes lucides, nous sommes un peuple conscient, motivé par un objectif universel, notre libération. Et non, nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas de faits que nous ne pouvons pas prouver. Nous parlons de ça. Alors tout de suite, nous changeons d'ambiance. Elle devient pesante, insoutenable, car il est insoutenable de vivre dans un monde qui est dirigé par une poignée d'ultra-riches qui bâtissent leur empire par notre asservissement, en nous maintenant la tête dans un seau de merde, pardonnez-moi du peu, pour nous empêcher de voir qui chie dedans. La plupart des gens n'ont pas conscience de quoi il s'agit. Alors, offrez-nous une tribune si vous l'osez, et nous allons discuter calmement des réseaux pédocriminels. Nous irons en direct sur le dark web faire quelques recherches. Nous parlerons des réseaux d'influence, de la marchandisation d'êtres humains, des campagnes de vaccination forcée, du transhumanisme, de la technologie quantique couplée à l'intelligence artificielle et à la robotique, pour notre futur grand remplacement, mais aussi des passeports de santé, de la puce RFID, des ondes ionisantes, de la fraude non légale, de la création de la monnaie et de la dette. Et j'en passe, car la liste est longue, et pour en arriver au point de réfuter la vérité, des faits, il faut soit être ignorant sans y porter un jugement de valeur péjoratif, soit être endoctriné, soit être un traître, un complice, ou n'en avoir strictement rien à faire, et à ce stade je ne sais pas ce qui est le pire. Il s'agit là de notre avenir, non celui de quelques-uns, et nous n'avons pas à faire l'objet de leur réussite si tant est que nous pouvons l'appeler ainsi, en devenant les esclaves de leurs projets. Sans quoi, nous devenons complices. Voilà pourquoi nous souhaitons la vérité. D'autres avant nous ont œuvré et continuent d'œuvrer dans ce sens, merci à eux. Et si toi, là, qui m'écoutes, tu fais partie des sceptiques, je t'invite à découvrir le travail de Serge Monast, le film Snowden qui retrace l'histoire de son lanceur d'alerte, et de t'intéresser à Wikileaks, dont Julian Assange est un des fondateurs. N'oubliez pas, à une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. L'ignorance excuse l'inaction, mais lorsqu'on sait et qu'on n'agit pas, vous savez ce qu'on dit. Qui ne dit mot, consent. Je vais terminer ce contenu par des faits, une série d'extraits qui parlent d'eux-mêmes. Le tout n'est pas de dire que nous avons raison. Comme ils ne peuvent pas dire que nous avons tort, faut-il encore en faire la démonstration, sans se contenter d'un argumentaire qui est aussi creux que malhonnête. Votre règne est obsolète, sachez-le, chers puissants de ce monde. Les auditeurs ont le droit de comprendre la différence entre complot et complotisme. Le complot, l'histoire de toute l'histoire humaine est faite que de complots. Dès que vous avez du pouvoir quelque part, vous avez des complots. Et le complotisme est né au moment où Kennedy, après l'assassinat de Kennedy, à l'instigation de la CIA, pour couper la parole et la crédibilité, pour empêcher la diffusion de discours, comment dirais-je, sceptiques par rapport à la narration politique publique. Donc en réalité, le complotisme est une arme dans les mains des comploteurs, pour décrédibiliser tout scepticisme et toute contestation d'un discours public établi. Donc là, on est vraiment dans Orwell, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je veux bien. Après, est-ce que la majorité des gens continueront d'accepter ça? Parce que là, c'est tout à fait... on se trouve dans des situations extrêmement orwelliennes, vraiment. Visage méconnu de Google, fascinant pour les uns, inquiétant pour les autres. On sait que le groupe américain est devenu le maître d'Internet. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi en train d'investir massivement dans le futur de l'humanité. De quoi s'agit-il? De l'intelligence artificielle, des nanobiologies, bref, de ce qu'on appelle l'homme augmenté, qui repoussera les limites et les forces de l'âge. Johan Rolla, Alain Location. Pour le commun des mortels, c'est un simple moteur de recherche. Google, des millions d'utilisateurs à travers le monde, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais ce géant américain affiche désormais une ambition bien au-delà des limites d'Internet, faire reculer notre propre mort. Et voici sa nouvelle recrue qui pourrait faire toute la différence, Ray Kurzweil. Un visage largement méconnu en France, une célébrité de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes comme une rockstar? Il n'est pas comme, c'est une rockstar. Un ingénieur dont les prédictions déplacent les foules, car sa vision du futur est pour le moins surprenante. Voici par exemple un globule rouge robotisé, 1000 fois plus puissant que sa version biologique. Cela ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, selon cet homme, ces robots minuscules
apparaîtront dans quelques années à peine. Grâce à eux, notre corps sera alors capable de se réparer tout seul et notre esprit entrera en contact direct avec des ordinateurs. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non biologiques. Un corps robotisé, une conscience reprogrammée pour devenir immortelle. Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs. Vous allez voir, il va y avoir du changement. Sur les intentions de son employeur. En une de ce célèbre magazine américain il y a quelques mois, et si Google pouvait résoudre la mort, car les derniers projets de la firme sont assez troublants. Cette lentille de contact pour surveiller notre diabète, ou cette pilule de nanoparticules capable demain de détecter un cancer avant même qu'il ne se déclare. Officiellement, bien sûr, aucune volonté chez Google d'abolir la mort, mais notre santé intéresse de plus en plus ses dirigeants. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs? Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Et le géant ne lésine pas sur les moyens de prolonger nos vies. Dans son centre expérimental secret Google X, l'entreprise travaille avec des géants de l'industrie pharmaceutique comme Novartis. Et Google investit plusieurs milliards dans d'autres entreprises. Un laboratoire à la recherche d'anticorps pour doper nos cellules, une firme qui propose aux internautes de leur révéler les secrets de leurs gènes, ou même une filiale spécialisée dans la lutte contre le vieillissement. Peu à peu, Google investit tous les domaines les plus prometteurs de la recherche médicale. Une générosité qui, de la part d'une entreprise privée spécialisée dans la collecte de données personnelles, n'est peut-être pas totalement désintéressée. Le business de Google, c'est l'information sur les gens, c'est le contrôle des gens, c'est la maîtrise des gens. S'il est possible de connaître ou de prétendre que l'on connaît, de faire croire aux gens que l'on connaît, tous leurs déterminants de santé, tout leur avenir biologique, y compris leur longévité, c'est un élément de contrôle supplémentaire. Un tel projet commercial serait-il d'ailleurs destiné à l'humanité tout entière? Ces organes artificiels, ces prothèses de dernière génération accessibles à tous ou à une poignée de privilégiés. Comme les dirigeants de Google, le docteur Laurent Alexandre en est persuadé. Certains hommes vivront bientôt plusieurs siècles. Mais ce spécialiste de la médecine de demain se méfie des promesses de vie éternelle qui accompagnent ces progrès de la science. La science est en train de quitter la science. Elle est en train d'organiser la politique. Les gens de la Silicon Valley veulent être les vrais politiciens du XXIe siècle, c'est-à-dire les gens qui prennent les décisions sur l'avenir de l'humanité. Il y a un gros risque avec ces technologies, c'est que l'homme soit pris d'un sentiment de toute puissance, qu'il se prenne pour Dieu et qu'il réorganise complètement le fonctionnement de nos vies au détriment du sens de notre vie. Des promesses qui, pour l'heure, font seulement recette dans les cinémas. Et Mr. Nobody sera bientôt le dernier homme sur Terre à mourir de mort naturelle. Ce film imaginait par exemple l'extinction du dernier être humain mortel dans 80 ans seulement. Voilà qui nous amène à l'ouverture à Las Vegas du salon annuel des hautes technologies. C'est le grand rendez-vous de l'électronique mondiale. L'aviation civile saoudienne annonce l'ouverture de l'aéroport Neom Bay. L'autorité générale de l'aviation civile saoudienne avait annoncé en juin 2019 l'ouverture du premier aéroport commercial de Neom Bay dans la région de Sharma. Pour son premier vol avec le code officiel NUM, le 30 juin 2019, il a accueilli 2 Airbus A320 de la compagnie Saudi Arabian Airlines, avec à leur bord les 130 employés du projet qui se sont rendus à Neom afin de se familiariser avec le projet sur lequel ils allaient travailler, selon un communiqué de l'agence de presse saoudienne. Nadmi El Nasr, PDG de Neom, avait déclaré « Nous voulions que nos employés fassent l'expérience du projet sur lequel ils travaillent depuis sa création l'an dernier. Il y a une grande différence entre connaître les détails du projet en théorie et le visiter concrètement, explorer ses trésors, sa beauté et son patrimoine. » À son tour,
Salah El-Jasser, le directeur général de Saudi Arabian Airlines, avait dit « Nous sommes heureux de présenter cette occasion unique aux employés de NEOM de visiter le lieu et d'explorer ses caractéristiques culturelles et son riche environnement. » Puis d'ajouter « Nous croyons fermement en ce projet ambitieux et espérons que ce vol servira de point de départ pour un partenariat à long terme et prospère avec NEOM et ses formidables opportunités qui soutiendront le projet Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. » Ajoutant que NEOM écrirait une nouvelle histoire pour l'avenir et l'économie de la région. Je te le lis en vite fait. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Du coup, nous, on a vécu dans une période de paix. On est même né dans une période de paix. Depuis tout petit, on a notre confort matériel qui fait qu'on n'a pas vraiment eu de difficultés dans notre vie. Et tout ce confort, toute cette sécurité et cette stabilité a fait de nous des hommes faibles. Et les hommes faibles que nous sommes fait que, on est dans la dernière image. On a créé des temps difficiles. On est en plein dedans. Quand tu regardes, tous nos besoins primaires sont satisfaits. On a de la nourriture en abondance pour le moment. Parce qu'on ne doute pas qu'on ne va pas manger. On sait très bien que aujourd'hui, ce soir, demain, après-demain, à la fin de la semaine, on va manger. Pour l'instant, là, c'est pas un problème. Si tu regardes cette vidéo, je pense que tu as de la chance d'avoir un toit sur la tête. Dormir convenablement dans un lit au chaud le soir. Prendre une douche tous les jours, bien au chaud, tranquillement. T'appuies sur un interrupteur, t'as de l'électricité, tu tournes le robinet, t'as de l'eau potable, tu veux partir en vacances, tu peux prendre l'avion et te retrouver à l'autre bout du monde, t'as des loisirs, tu peux regarder la télé, tu peux regarder, voilà quoi. On est plutôt bien servi, et justement tout ce confort a fait de nous des larves, a fait de nous des branleurs. On n'a pas connu cette difficulté liée à la survie. À un certain temps bien lointain, les gens se demandaient quand est-ce qu'ils allaient manger. Nous, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'on va manger. Si tu vas aller au resto manger un japonais, manger un libanais, manger un grec ou peu importe, tu l'as, tu payes et c'est bon, t'es réglé. Et vu qu'aujourd'hui notre survie dépend du système, parce qu'on va faire les courses au supermarché et tout ça, on a tout ce qu'il nous faut parce qu'il nous le donne, on a accepté de se soumettre pour justement avoir tout ce qu'il nous donne. Ce qui fait que le monde d'aujourd'hui est devenu une terre d'expérimentation pour l'élite, tu vois. Et là, je te dis ça par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement avec le virus. J'ai pas envie de le citer parce que sinon il y aura la vignette juste en bas de ma vidéo, ça va me casser les couilles. Du coup, avec le virus, on voit qu'ils peuvent tenter des choses, expérimenter et les gens suivent en fait. On l'a vu avec le confinement, le déconfinement ou peu importe, les gens n'en ont rien à foutre. Et là, on y va à fond vers le nouvel ordre mondial en fait. Le jour où on va commencer à parler de vaccins, où il y aura une piqûre avec la puce RFID, je te jure que les gens vont suivre. Tu sais pourquoi? C'est très simple. L'être humain s'adapte à toutes les situations. Quand tu regardes aujourd'hui, ceux qui téléchargent l'application pour se faire tracer, ils l'acceptent. Parce que ces gens-là, on leur fait peur et on fait ce qu'on veut d'eux. D'ailleurs, je vais te mettre ma vidéo que j'avais fait sur le sujet, qui est juste là, où je parle du virus, du virus, où je dis que les jeux sont faits, tout simplement parce que le peuple, on en fait ce qu'on veut d'eux à partir du moment où on leur donne les besoins de base, où on satisfait leurs besoins de base plutôt. Et dans cette même vidéo que je te mets juste là, en fait, je dis que je ne crois pas du tout au réveil du peuple, tout simplement parce que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, tout passe. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est très simple, donne-leur du pain et des jeux. Et celui qui a écrit ce poème, il s'appelle Juvénal, il a écrit à l'époque de l'Empire romain. Même si des siècles passent, les problèmes sont toujours les mêmes. Je vais pas te lire tout le poème parce qu'il est assez long, je vais te le mettre dans la description. Je vais te lire le premier paragraphe, strophe, je sais pas comment on dit. Du pain et des jeux, et le peuple sera content. Il suivra aveuglément les lois des seigneurs dieux. On en revient à ce que j'ai dit précédemment, à partir du moment où l'humain peut manger, peut se divertir, que cela peut continuer, qu'il peut se projeter dans le futur, tu fais ce que tu veux de lui. Aujourd'hui, la nourriture, c'est comme je t'ai dit, c'est tout le confort qu'on a avec tous les restaurants, avec que ce soit de la merde comme le fast-food ou des trucs plus élaborés. Le divertissement, ça va être le foot, ça va être les séries, Netflix, la télévision, peu importe en fait. Et le truc à savoir, c'est que peu importe ton degré de conscience, on a tous notre pain, on a tous notre jeu.
Moi, personnellement, mon pain, bah, qu'est-ce que je te dise? Tant que je peux me nourrir chaque jour, bah, je suis content, hein, je vais pas bouger. Mais mon jeu à moi, c'est de faire des vidéos, en fait. Tant que je peux faire des vidéos, en gros, je vais pas te mentir, je suis un collabo comme tout le monde. Et ça, peu importe ton degré de conscience, encore une fois, qu'est-ce qui t'empêche de te soulever? C'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui te retiennent. On a un confort matériel qui fait que pourquoi on changerait les choses pour avoir quelque chose d'inconnu? L'être humain a peur de l'inconnu. Étant donné que là, il peut manger à sa faim et s'amuser comme il veut, pourquoi il quitterait cette situation en fait? Le confort nous a tués, le confort nous maintient dans cet état de prisonnier. Parce qu'il faut savoir que le système tel qu'il est actuellement, le train est lancé en fait. On peut plus vraiment l'arrêter. Peu importe les connaissances qu'on a, qu'on veut réveiller le peuple et tout ça, leur fournir des preuves aux personnes dites endormies, rien ne va changer en fait. Du coup, c'est pour ça que, pour moi, si jamais il y a un effondrement, c'est ça qui va provoquer un changement. Parce qu'on va arrêter de réfléchir, de parler, de spéculer. Non, on va juste agir. C'est comme on dit, un con qui marche va plus vite que deux intellectuels qui réfléchissent. Parce que c'est bien de parler, de vouloir réveiller les gens et de toujours rester dans la réflexion. Mais à un moment donné, il faudra agir. On l'a bien vu en fait. Le peuple, dès que tu le fais peur, boum, il agit. Il réfléchit plus parce qu'il revient à cet état animal. Tu le vois là récemment avec le confinement, on leur a fait peur. Ils ont fait des courses, ils ont voulu faire des réserves déjà de PQ, pose-toi les bonnes questions, mais aussi de nourriture. Et à un moment, je m'en souviens aussi quand les raffineries étaient bloquées, par peur qu'il n'y ait plus d'essence, toutes les personnes se sont précipitées dans les stations essence pour faire le plein. Et c'est à cause de cette peur qu'il n'y ait plus d'essence qu'il n'y avait plus d'essence. Et c'est la même chose avec la nourriture en fait. Du coup, le jour où si jamais il y a un effondrement, il n'y a plus de nourriture dans les supermarchés, bon là ça va partir vraiment en couille. Les gens vont redevenir des animaux, on va se battre dessus, une petite guerre civile pour nettoyer tout le bordel. Mais c'est après ça en fait, qu'est-ce que ça va devenir? Là actuellement s'il ne se passe rien, c'est parce qu'on a le choix. On a le choix de rester dans ce confort-là puisqu'il est là et donc de ne pas choisir autre chose. Le jour où on n'a plus accès à ce confort, on n'aura pas le choix, on va pas réfléchir, on va agir. Et si jamais il y a un effondrement, ce sera proportionnel à notre niveau d'ignorance. C'est-à-dire que ce sera très grand au niveau de la brutalité, au niveau de la violence. Ça me rend triste en fait de penser à ça. Je suis triste parce que je sais qu'il y aura beaucoup de souffrance, il y aura beaucoup de sang, ce sera barbare. Mais pour moi, on n'a pas le choix. C'est juste de détruire pour reconstruire juste après. Aujourd'hui, on peut plus faire marche arrière, même si tu deviens, je sais pas moi, vegan, tu consommes moins d'aliments animaux, tu prends pas ta voiture. Le train est lancé, la machine qui s'est mise en place fait qu'aujourd'hui, on peut plus revenir en arrière. Il doit y avoir un événement brusque qui va changer les habitudes des gens, en fait. Tout ce qu'on vit actuellement, c'est juste une habitude qu'on a pris, qui fait qu'on est devenu des faibles. Et parce qu'aussi l'environnement dans lequel on est tellement confortable que ça a créé l'être humain d'aujourd'hui, l'homme moderne, consommateur, branleur, faible et soumis. Et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi dû à un grand manque de spiritualité dans la vie des gens. Non pas que la spiritualité est absente de ce monde, la spiritualité est partout. Mais les gens n'ont pas accès à cette spiritualité parce qu'ils sont beaucoup trop ancrés dans le matériel. Ils ne voient qu'avec les yeux. Puisqu'on est déconnecté de la nature, qu'on est beaucoup plus impressionné par des machines, par de la technologie, que par ce qui est, que toute la vie qui est là devant nos yeux, ce manque de spiritualité fait qu'on en est là aujourd'hui. Parce que le jour où les gens vont réaliser la petitesse de l'homme, vont réaliser que nous, l'être humain, on n'est rien du tout sans la nature, dans ce monde on est juste une petite crotte. Le jour où les gens vont réaliser ça, les choses vont changer. Aujourd'hui l'être humain se prend pour le Dieu, pour le maître de la planète. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que la nature reprend toujours le dessus. Et si jamais on essaie de prendre le dessus sur la nature, elle va nous rappeler à l'ordre, d'une manière ou d'une autre, et ce sera sanglant, ce sera brutal. Mais on l'aura mérité parce qu'on s'est pris parce qu'on n'est pas. Du coup, je vais finir par plusieurs citations, je crois qu'il y en a 5. La première est de Winston Churchill. Entre la démocratie et la barbarie, il n'y a que 5 repas. Et je vais la compléter par une autre que, voilà, il n'y a pas d'auteur. Devise des politiques. Prends un maximum au peuple, mais laisse-lui quelques miettes, qu'il ait peur de perdre quelque chose. Car s'il a peur de perdre, il ne bougera pas. S'il n'a plus rien à perdre, il nous renversera. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'on est juste une source d'énergie. On est juste une pile pour ceux qui nous dirigent, en fait.
Une fois que tu auras fini de travailler, pendant une quarantaine d'années de ta vie, on va te remplacer. Nous sommes juste une énergie renouvelable pour eux. Et on nous donne quelques miettes comme ça là, comme ça, pour qu'on se batte. Ils ont tout le gâteau pour eux. Et nous, on va se battre pour des miettes et croire que c'est ça qu'il nous faut, alors qu'on va pas regarder qu'il y a vraiment plus à côté, juste en levant les yeux. C'est pour ça qu'on en revient à donne-leur du pain et des jeux et tu fais ce que tu veux de le jour où t'as plus rien à perdre, où tu vas même plus manger, c'est là où les gens vont se soulever en fait. Quand il y aura plus rien dans leur frigo, quand il y aura plus rien au supermarché. Ah d'ailleurs, ça me rappelle un reportage que j'ai vu sur l'Inde. En fait, pendant le confinement, il y avait des bidonvilles et tout ça. Les gens de base, ils galèrent dans la vie. Et le virus, pour eux, n'a rien changé, confinement ou pas, ils sont toujours dans la merde. Et malgré ça, ils vont toujours faire leur vie, c'est-à-dire qu'ils vont fouiller dans les poubelles pour trouver à manger. Et à un moment, le journaliste, il dit à une petite fille de 9 ans, ça m'a touché de ouf en ce reportage, il lui dit « Ouais, mais t'as pas peur du virus et tout ?» Et la petite fille lui dit « Ouais, mais je m'en fous du virus. Si jamais je dois mourir, je dois mourir. Mais en tout cas, là, je continue de faire ma vie, tout ça. » Et je vais te mettre plein de liens, de toute façon, dans la description, ce reportage-là et d'autres sur l'effondrement, sur des bouquins et tout ça. Et en tout cas, c'est pour te dire que peu importe ce qui se passe avec la peur qu'on nous met dans la tête, si tu n'as plus accès à la nourriture, tu fais ce que tu veux en fait. Peu importe les règles qu'on te fixe, peu importe la loi qui te dit que tu n'as pas le droit de faire, on s'en bat les couilles de tout ça. Le jour où tu n'as plus accès à la nourriture, l'instinct animal reprend le dessus et tu vas niquer tout le monde. Et c'est pas la police qui va t'en empêcher. Personne va t'en empêcher en fait. Peu importe que la police ait des armes, te frappe, on s'en bat les couilles de tout ça. Quand c'est une question de survie, tu surmontes toutes les difficultés, toutes les souffrances, et peu importe qui se trouve en face de toi, tu niques sa race. Là, on peut se faire tenir comme des petits animaux, parce qu'on a encore de quoi manger. Encore une fois. Bref, une autre citation de Benjamin Franklin. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Quand on a une vie bien rangée comme la nôtre, bah forcément on n'a pas vraiment la liberté qu'on souhaiterait avoir. Parce qu'à côté on a cette peur du futur, on va rechercher de la sécurité. Sécurité qui nous est imposée, donnée par ceux qui nous gouvernent. Et de cette manière-là, comme on est dans une petite cage dorée, eh ben on perd cette liberté. Quand on a peur, on fait ce qu'on veut de nous. D'ailleurs, de toute façon, j'en parle dans cette vidéo que je te mets juste là encore une fois, où j'avais encore utilisé cette citation. Dernière citation de Eugène Delacroix. L'adversité rend aux hommes toutes les vertus que la prospérité leur enlève. C'est dans les moments d'inconfort qu'on se révèle, qu'on se réveille et qu'on agit. C'est là qu'on devient plus fort en fait. Là aujourd'hui on est des hommes faibles parce qu'on vit dans un temps où on est vraiment trop tranquille. Le confort qu'on a, la sécurité qu'on a fait que on va pas aller chercher plus loin puisque tout est à disposition. De toute façon, pour moi, c'est une logique que notre civilisation s'effondre parce que quand tu regardes les grands empires de l'époque, que ce soit l'empire Maya, l'empire romain, les Grecs, l'empire Khmer, toutes ces civilisations se sont éteintes en fait. Et je vois pas pourquoi nous, l'homme moderne, peu importe le pays dans lequel on vit, je vois pas pourquoi nous, on y échapperait en fait. Après, peu importe la date, parce que quand tu te renseignes sur l'effondrement, ils disent que apparemment, avant 2040, il va se passer quelque chose. Personnellement, j'y crois, mais en tout cas, je vois pas pourquoi, encore une fois, on échapperait à cet effondrement. Et donc voilà, merci de m'avoir écouté, merci à toutes les personnes qui vont sur mon Utip, ça fait plaisir. À la prochaine, paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, il y a aussi une autre chose qui fait qu'une révolution, c'est difficile à concevoir, c'est la peur de mourir en fait. Étant donné qu'on vit de plus en plus longtemps, on a cette peur de mourir parce qu'on s'accroche à la vie. Si tu remontes à il y a quelques siècles, l'espérance de vie était beaucoup plus courte, qui fait que si tu atteignais l'âge de 30-35 ans, c'était un exploit, alors qu'aujourd'hui 30-35 ans, c'est la norme. Aujourd'hui, on veut vivre vieux, on veut vivre longtemps, on veut devenir un retraité. Et donc, pourquoi on se mettrait en danger pour faire une révolution en sachant à quel point on est attaché à la vie et qu'on a peur de mourir en fait, on a peur de souffrir. Du coup, forcément, on s'attache à tout ce qui pourrait nous faire survivre, même si c'est dans des conditions de prisonnier et que l'on soit conscient ou non de ses propres chaînes. Et vu qu'on vit dans une cage, on fait ce qu'on veut de nous. Actuellement, le virus, il a un peu disparu des médias. Du coup, aujourd'hui, pour occuper l'opinion publique, pour contrôler les personnes d'une manière émotionnelle, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a sorti la carte du racisme, bien sûr. Black Lives Matter.
L'accent est bon ou pas? Ouais, je pense que l'accent est bon. Du coup, étant donné que le plan jusqu'à maintenant était de faire peur au peuple avec un virus, aujourd'hui, on va les révolter un petit peu avec la question du racisme. Et du coup, après ça, qu'est-ce que ce sera en fait? Parce que il y a toujours des trucs, des événements pour occuper le peuple, pour les distraire pendant que en coulisses il se passe des choses. Par exemple, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de l'islam, du terrorisme et tout ça. Je pense que Daesh et tout ça devaient être confinés. Aussi. Hein. Mais bon, là, vu que c'est fini, possiblement, ils vont revenir. On sait pas. Les médias, il y a toujours un truc avec eux. Et si tu regardes qui finance le mouvement Black Lives Matter, tu commences à comprendre quelque chose, tu vois. Après, voilà, le mec qui est mort, paix à son âme. Toutes les autres personnes qui sont mortes, paix à leur âme. Juste que le timing à laquelle ça arrive, il faut se poser des questions quand même. Parce que là, on va croire que je suis un sans-cœur et tout ça, mais regarde qui finance le mouvement Black Lives Matter, et là, tu verras qu'il se passe certaines choses. En tout cas, avec les médias et toute l'actualité, tout ce qui arrive, il s'en passe tellement des trucs dans ce monde-là, ce monde de fous. On en revient à un événement brusque qui va changer le quotidien des gens. En ces temps troublés, en ces temps de mensonges, de manipulations, d'hypocrisie, en ces temps où les voleurs sont honorés et les honnêtes gens sont écrasés, dans une époque où on a le droit d'être un truand et se plaindre d'être victime de racisme, où on a le droit de faire du détournement d'argent et être à la tête du pouvoir. Une époque où on bombarde des pays, des villes au nom de la démocratie, de la liberté. Au nom de la paix, on bombarde des civils. On intoxique l'humanité avec des produits manufacturés, des OGM. On oblige les gens à se vacciner, à se géolocaliser. Une époque où on enferme 3 milliards de personnes en leur expliquant qu'un virus menace l'humanité entière. Un virus qui est issu des laboratoires, nous le savons maintenant. Bref, l'avenir du monde, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Certains pensent que nous sommes débarrassés des grands mots, M-A-U-X, de ce monde, alors qu'en réalité, ce qui s'est passé depuis début 2020 devrait alerter l'ensemble de l'humanité. Et visiblement, il suffit qu'il y ait une légère accalmie apparente pour que tout le monde pense qu'on est sorti d'affaire. En réalité, peut-être que cette vidéo fera date. J'en avais déjà fait mention dans une vidéo en décembre 2019 où je disais que le 2020-2030 serait une décennie apocalyptique. Et ici, je viens confirmer donc cette vidéo de décembre 2019 où finalement ce Covid-19 est en réalité un chapitre, même une partie d'un chapitre de ce roman funeste. Ça c'est mon intuition et c'est un petit peu de l'analyse aussi. Des guerres inédites et d'un autre genre sûrement, d'un autre genre vont apparaître qui seront aussi angoissantes les unes que les autres. Nous avons fermé définitivement le chapitre des islamistes entre guillemets de Daesh en Syrie et en Irak, mais un nouveau chapitre va forcément être ouvert et vous le savez que la maison du nouvel ordre mondial a pour mortier le sang. Voilà. Le mortier de la maison du nouvel ordre mondial est le sang et le sacrifice. Alors ne vous étonnez pas si aujourd'hui il y a un petit peu entre guillemets une accalmie. Ça c'est comment dirais-je, c'est une fausse paix. Alors là c'est vraiment de la pure intuition et je voulais vous en parler aujourd'hui. Rappelez-vous de ce qui s'était passé en Indonésie en 2004, il me semble c'est en 2004. Ok. Rappelez-vous de ce qui s'était passé, cet immense tsunami. Nous sommes dans cette période 2020-2030 où il y aura ce type de cataclysme. Certains vont me dire mais d'où tu sors ça, ce qu'a dit. Je vous dis juste que vous verrez d'ici quelques temps, comme j'ai pu le dire par le passé, vous
verrez d'ici quelques temps, vous repensez à ce que je vous ai dit en vous parlant d'immenses catastrophes naturelles. Que ce soit fabriqué, artificiel ou non, là n'est pas le sujet, mais vous verrez que des catastrophes d'ampleur inédite vont avoir lieu aux quatre coins du monde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais l'invasion des criquets en Asie continue, au Pakistan et en Inde, d'accord? C'est une invasion inédite depuis plus de 30 ans. Alors pour ceux qui disent, bah oui, bah c'est pas nouveau, alors oui, mais non, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est la convergence des cataclysmes, l'accumulation des cataclysmes, c'est que tout arrive en même temps, c'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, en ce qui concerne les cataclysmes, ne croyez pas que nous sommes débarrassés, nous sommes sortis d'affaires, vous allez voir que des événements, que ce soit l'eau, la terre, le vent et le feu. Voilà. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Les 4 éléments, c'est ça, hein, c'est les 4 éléments. Voilà. Les 4 éléments vont se déchaîner sur Terre. Ne croyez pas que nous sommes aussi sortis d'affaires en matière économique. Bien au contraire, la catastrophe tant annoncée est en réalité en train d'avoir lieu. Hein, et puis le Covid-19 a bon dos finalement et rend bien service à ces défenseurs de cette nouvelle économie. Donc pour qu'il y ait cette nouvelle économie numérique, on va forcément passer par là aussi des catastrophes, puisque c'est un accouchement dans la douleur. Et donc pour faire disparaître la monnaie papier, pour vous faire accepter ce nouveau modèle économique qui arrive, hein, tout est virtuel, rien n'est palpable, eh bien il va falloir que on accouche dans la douleur. Et donc ceux qui vont avoir mal, ce sont les peuples. Donc là aussi des cataclysmes arrivent et des choses sans précédent. Et il y a aussi les guerres, pour ceux qui pensent que nous sommes sortis d'affaires. Là aussi pas du tout, bien au contraire, ça va être encore une fois de nouvelles choses qui vont arriver. Ça peut être des guerres, des cyberattaques. J'en ai déjà parlé sur le Cyber Pearl Harbor, pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai déjà parlé d'une vidéo sur le Cyber Pearl Harbor. Et je pense que là aussi des cataclysmes, que ce soit de manière numérique ou terrestre, des opérations militaires, des guerres, des théâtres d'opérations vont avoir lieu, même s'ils ont quasiment terminé que ce soit écologique, que ce soit militaire. Ceux qui pensaient que nous allions vivre une décennie paisible, vous vous trompez lourdement. Moi je tiens à vous dire, préparez-vous, puisque on a eu un petit aperçu avec ce Covid-19 et la panique généralisée. Si ça vous a fait peur, accrochez-vous au rideau, accrochez vos ceintures. Ce qui arrive est véritablement effrayant lorsqu'on y pense, mais si vous vous préparez bien, eh bien un homme averti en vaut 2. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis. Donc je vois que les gens ont commencé à préparer leurs vacances, ont commencé à préparer leurs congés, et que ça va être le cadet de leurs soucis, l'avenir du monde. Eh bien sachez que peut-être avant l'été, mais peut-être que ce sera en septembre à la rentrée, mais les grandes choses arrivent. Si vous avez été choqué par le Covid-19, eh bien sachez que ce qui arrive est véritablement effrayant. Je vous remercie, je vous dis à plus tard. I'm driving on a lonely